Voilà, alors maintenant nous allons aborder le quatrième dossier de ce module 2 que j'ai intitulé IVG, contraception, voilà, tout simplement. Alors la première question, c'est une question vraiment très simple. Jusqu'à quel terme peut-on en France pratiquer une interruption volontaire de grossesse? Bon, alors ça c'est une définition légale, c'est la loi. L'IVG est autorisé en France jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Voilà, point, on s'arrête là. Question 2, quelles sont les méthodes possibles d'interruption volontaire de grossesse et à partir de quel terme peut-on les proposer, etc. Alors, la première méthode que l'on fait jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, c'est la méthode médicamenteuse, voilà, qu'on fait par prescription de comprimés par le médecin, à prendre au cabinet ou à domicile à 2 reprises. Ça se fait jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Entre 7 semaines d'aménorrhée et 9 semaines d'aménorrhée, on peut faire au choix soit la méthode médicamenteuse, soit la technique chirurgicale d'aspiration endo-utérine. C'est au choix, selon le désir de la patiente. Et puis à partir de 9 semaines d'aménorrhée, là, on préconise formellement l'interruption volontaire par aspiration endo-utérine, puisqu'on sait que, vu la taille de la grossesse, le terme avancé, il y a vraiment des trop gros risques d'échec de la technique. Alors, dans la question suivante, question 3, je vous disais que la patiente vous montrait une échographie de datation, qu'elle vous disait donc, vous savez qu'elle était à 7 semaines d'aménorrhée, et puis elle aimerait bien pratiquer l'IVG médicamenteuse aujourd'hui, tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez dans ce contexte-là? La réponse est non, madame, on ne peut pas, même si jamais vous êtes à 6-7 semaines d'aménorrhée, certes, c'est le terme à laquelle on peut faire l'interruption volontaire de grossesse par médicament, mais il y a un délai légal minimum de 7 semaines à respecter, de 7 jours, donc une semaine à respecter, où elle verra le médecin donc une première fois aujourd'hui, une première fois 7 jours plus tard, éventuellement, puisqu'elle est majeure, on lui propose, mais ce n'est pas obligatoire, de voir un psychologue. Et si jamais elle confirme bien donc, à la deuxième consultation avec le médecin qu'elle désire toujours son interruption de grossesse, dans ce cas-là on le fera. Il y a des procédures d'urgence où la procédure de 7 jours peut être réduite à 2 jours, mais c'est réservé en fait au terme où on s'approche vraiment dangereusement du terme limite légal de 14 semaines. Donc dans ce cas-là, on le propose. Mais ce sont des exceptions et c'est pas du tout proposé comme ça quand on a 7, 8, 9 semaines d'aménorrhée. Voilà, donc il faudra lui faire une interruption probablement par aspiration le temps qu'elle ait tous ses rendez-vous. Voilà, donc maintenant la question 4 de ce dossier, la patiente veut que vous lui parliez du Nexplanon, donc qu'est-ce que c'est? Alors le Nexplanon, c'est la même chose que l'implanon. Je pense que vous connaissez peut-être ça sous ce nom-là. En fait, c'est un implant de microprogestatif qu'on place sous le bras, là sous le sillon bicipital. Ça se pose sous une petite anesthésie locale, une petite anesthésie de xylocaïne à ce niveau-là. Vous le posez au cabinet, ça dure 2, 3, 4 minutes à peine, ça fait pas du tout mal, c'est très bien toléré. Il faut bien prévenir les patientes que quand on a cet implant, il faut attendre au moins 7 jours, enfin il faut attendre 7 jours après la pose pour avoir une efficacité contraceptive. Donc pendant 7 jours, attention, contraception par préservatif, au moins le temps que ça soit efficace. Il faut aussi savoir que cet implant, il va être efficace pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, elle va être tranquille, il n'y aura rien besoin de faire, mais il ne faudra pas qu'elle oublie de l'enlever au bout de 3 ans, sinon on sait qu'il sera moins efficace. Donc ce n'est pas la peine de prendre un risque. Vous lui dites que pour l'enlever, il faudra de nouveau qu'elle prenne rendez-vous avec son gynécologue, qui, si jamais il sait le faire, pourra le faire au cabinet avec une petite anesthésie locale, de la même façon que vous lui avez posé. Il refera une petite piqûre, il fera une petite incision avec une lame de bistouri vraiment très très fine, et puis avec une pince, tac, on tire dessus, et c'est fini. On pourra le remplacer immédiatement par un autre, si jamais elle désire poursuivre sa contraception. Bien sûr, vous lui dites qu'elle n'est pas obligée d'avoir cet implant pendant 3 ans et qu'elle pourra le faire enlever avant si jamais elle le désire, toujours par un médecin. Il faut prévenir la patiente que l'implant, c'est formidable, il n'y a pas besoin de prendre la pilule, c'est bien toléré, mais il y a quand même une patiente sur 5 qui sera en aménorrhée, donc c'est important à préciser, à savoir, parce qu'il y a des patientes qui ne le supportent pas de toute façon d'être en aménorrhée. Et puis il y en aura aussi une sur 5 qui aura des spottings, des saignements un petit peu incontrôlés, imprévisibles, et ça peut être une source en fait, un motif plutôt pour l'enlever, une demande pour les patients de le retirer parce qu'elles ne le supportent pas. Donc ça, il faut les prévenir que ça peut arriver. Et puis si jamais ils ont des spottings qui persistent pendant un mois, dans ce cas-là, vous le retirez et puis vous lui prescrirez une autre contraception. Voilà, donc ça c'est très important de lui dire bien sûr.
Question 5. Donc vous décidez de programmer donc, en accord avec la patiente une aspiration endo-utérine sous anesthésie générale. Et donc je vous demandais quels étaient les risques, hormis les risques propres à l'anesthésie, de ce genre d'intervention. Alors, les complications de ce geste. Alors, à court terme, les complications immédiates, ben, c'est l'hémorragie. Ça peut saigner pendant l'intervention. C'est rare, mais il faut la prévenir. Une des autres complications, c'est de faire un trou dans l'utérus avec sa canule. Donc on appelle ça la perforation utérine. La perforation utérine n'est pas grave en soi. Le problème, c'est quand on fait une plaie des organes de voisinage, justement en passant au travers de l'utérus. Donc on peut blesser vers l'avant la vessie, on peut blesser vers l'arrière le rectum, on peut blesser sur les côtés les vaisseaux iliaques, et là ça peut être vraiment catastrophique. Et puis on peut blesser aussi l'intestin grêle. Voilà. Une des autres complications assez rapides, c'est la surinfection. Alors les complications un petit peu à distance, bon, bah, c'est la surinfection, l'endométrite, hein, bien sûr. Alors, on a beau faire ça en milieu chirurgical, au bloc opératoire, avec des instruments stériles, des gants stériles, une bavette, etc. Ça peut arriver, il faut le savoir. Et puis une des complications aussi, c'est l'échec de la technique, c'est la rétention. Alors, on est censé le faire dans tous les services sous contrôle échographie, donc logiquement ça ne doit pas arriver, puisqu'on voit avec l'échographie subpubienne en même temps qu'on fait notre geste que tout est bien parti, que tout est vide. Mais parfois, on peut rater et il peut rester quelques petites choses. Et donc, généralement, les patientes consultent quelques jours plus tard pour des douleurs qui persistent, pour des saignements qui persistent, voire parfois pour de la fièvre. Et donc, vous vous rendez compte qu'il reste une rétention. Et dans ce cas-là, il faut la retirer. À plus long terme, les complications, donc à distance, c'est les séquelles de l'intervention, à savoir les synéchies. Ça veut dire des adhérences qui se forment entre les deux faces de la cavité de l'utérus, et ce qui peut parfois être source d'infertilité, puisque ça peut être une gêne à l'anidation de l'embryon pour les grossesses ultérieures. On sait aussi que le fait d'avoir comme ça raclé la cavité utérine, même si jamais les curettes, les aspirations qu'on utilise maintenant sont un bout très arrondi, très mousse, hein, ça peut quand même un petit peu être agressif et ça peut entraîner ultérieurement pendant une autre grossesse des troubles, des problèmes de l'implantation du placenta et donner ce qu'on appelle des placentas accreta, ça veut dire qui envahissent au-delà de l'endomètre, qui vont aller dans le myomètre, dans la séreuse et parfois au-delà quand ils sont percreta dans les organes adjacents. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, question 6, donc c'est la dernière question de ce dossier. Je vous demandais qu'est-ce que c'est que l'indice de Pearls. L'indice de Pearls, je pense que vous devez le savoir, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. C'est le nombre de grossesses pour 100 femmes sur un an, c'est-à-dire sur 12 cycles, qui sera obtenu chez des patients donc, qui prennent justement la contraception. Donc, alors c'est l'indice de Pearls qui est toujours l'indice de Pearls théorique, ça veut dire celui qu'on doit avoir quand les patientes prennent la pilule devant un médecin et qu'on les force, et puis l'indice de Pearls théorique qui est, voilà, on laisse les patients dans la vie de tous les jours prendre leur pilule, et puis il y en a qui oublient, il y en a qui ne prennent pas à la bonne heure, voilà. Donc celle qui est le plus importante, c'est l'indice de Pearls réel, donc nombre de grossesses obtenues chez 100 femmes, suivies pendant un an et soumises à une contraception donnée. Donc plus la contraception est efficace, plus l'indice de Pearls est bas, et donc ici c'était la contraception par implant qui était la plus efficace.